Bonjour à toutes les personnes qui sont présentes pour ce webinaire, dans lequel je vais vous présenter les résultats d'une étude que j'ai pu mener cette année dans le cadre du DU Santé planétaire, santé durable de l'Université de Lyon 1. Elle porte sur les déplacements pour soins des patients. Moi, je m'appelle Laura Schultz, je suis kinésithérapeute en libéral à Angers et je suis aussi membre de l'association Les Éco-Kinés. Je voulais déjà commencer par remercier l'URPS Kiné des Pays de la Loire pour le soutien qu'elle a apporté tout au long de cette étude, à la fois un soutien financier et puis technique. Merci aussi beaucoup d'avoir maintenu le rendez-vous d'aujourd'hui malgré l'actualité de la profession. Alors, je peux peut-être en dire juste quelques mots. Les kinés manifestent aujourd'hui leur mécontentement. On devait aujourd'hui avoir une revalorisation de nos actes qui étaient négociés depuis plusieurs mois, échange de nombreuses contraintes. Et malheureusement, cette revalorisation, il a été décidé qu'elle soit remise à plus tard. Et en fait, dans ces conditions, la survie financière de nos cabinets, elle ne peut être assurée que par la multiplication des actes, ce qui va complètement à l'encontre du juste soin et de la prévention, Tu peux mettre qui sont sur pourtant 10? des leviers majeurs pour la santé des populations. Mais bon, on va refermer cette parenthèse pour l'instant et on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à 3 grandes questions. La première, c'est pourquoi changer? Ensuite, on verra quelles sont déjà les pratiques des différents acteurs du système qui avaient été identifiés. Donc là, on parle des kinésithérapeutes, des patients, des élus locaux et des institutions de santé. On va observer quels sont leurs freins et leurs leviers au changement. Puis ensuite, on se demandera, dans nos cabinets, par où on commence pour initier le changement modal, ou de mode de transport. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez au cours de la présentation, plutôt par écrit sur la conversation du webinaire pour qu'on puisse y revenir à la fin, parce qu'il nous restera normalement une vingtaine de minutes d'échange. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut changer le mode de transport? D'abord, c'est le secteur qui est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et les gaz à effet de serre, ce sont le principal moteur du réchauffement climatique qu'on subit particulièrement aujourd'hui. Dans le secteur de la 13% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est surtout beaucoup d'externalités négatives. À l'inverse, les mobilités actives que sont la marche et le vélo, elles présentent de très nombreux co-bénéfices qu'on va commencer par survoler ensemble. Le premier, c'est peut-être celui venu aujourd'hui, c'est la santé individuelle. Selon l'OMS, on a un tiers des hommes et la moitié des femmes qui sont en dessous des seuils d'activité physique recommandés, le risque de survenue de nombreuses pathologies non transmissibles. On parle des maladies cardiovasculaires, du diabète, des cancers, etc. Pratiquer les mobilités actives au quotidien, c'est donc d'abord améliorer sa santé physique et sa santé mentale. À l'échelle collective, c'est aussi améliorer la santé publique et donc permettre une meilleure résilience du système de santé. L'équipe de Kevin Jean a chiffré à 1 € les économies en coûts sociaux de santé par kilomètre parcouru à vélo. La pratique des mobilités actives, elle permet aussi de repenser les bourgs et de créer un urbanisme plus favorable à la santé. Aujourd'hui, en ville, 41% des surfaces qui sont consacrées aux infrastructures de transport. Et comme un vélo a une emprise au sol 6 à 10 fois moins, en fait, ça va permettre de revégétaliser les villes et de réduire le trafic routier. Si on réduit le trafic routier, on aura pour effet d'atténuer la pollution de l'air, qui est responsable de 47 000 décès par an. D'un point de vue plus individuel, les mobilités actives, elles sont synonymes d'émancipation et d'autonomisation pour les publics qui ne conduisent pas. Et il faut qu'on rappelle ici qu'on a un tiers des Français qui n'a pas le permis de conduire. Et par ailleurs, le coût individuel de possession d'une voiture est estimé entre 5 à 7 000 € par an. C'est un budget qui est hors de portée pour un certain nombre de ménages parmi les plus précaires. D'un point de vue économique, la pratique du vélo comme mode de transport professionnel, elle permet déjà de réduire l'absentéisme au travail et même de diminuer le risque de mortalité précoce de 28%. Le secteur du vélo, elle représente à peu près 80 000 emplois et presque 10 milliards d'euros de retombées économiques. Et j'aime bien préciser quand même que les infrastructures dédiées à la voiture, elles coûtent déjà cher. Kilomètres d'autoroutes urbaines équivaut au budget pour la sécurisation de 250 km de pistes cyclables.
Et enfin, j'en termine vite fait par ses co-bénéfices environnementaux. Réduire la place faite aux voitures, c'est baisser la pression sur 4 des 9 limites planétaires. On parle de favoriser la biodiversité, notamment en préservant les terres agricoles, de réduire le rythme d'artificialisation des sols, diminuer notre exposition aux polluants chimiques et bien sûr réduire notre empreinte carbone qui est responsable du changement climatique, qui aggrave notamment les canicules comme aujourd'hui. Maintenant qu'on a vu tous ces co-bénéfices, on se dit que bien sûr la marche et le vélo, c'est la solution. Alors, on va déjà essayer de voir quel est l'existant. Nos patients, pour quelles raisons et comment les kinésithérapeutes peuvent accompagner la transition modale. Pour y répondre, j'ai souhaité mener une étude des pratiques actuelles de mobilité, des patients, des kinésithérapeutes, mais aussi une analyse systémique des freins et des leviers ressentis par les différents acteurs des mobilités. La finalité de ce travail, c'était l'édition de recommandations des professionnels de santé, en particulier les kinésithérapeutes. Et j'aimerais aujourd'hui les encourager à s'approprier cette thématique et à devenir acteurs du changement de mobilité de leurs patients. Cette étude, elle s'est déroulée en 2 temps. La première étape, ça a consisté à recruter 30 kinésithérapeutes pour passer des audits. Puis chacun de ces kinésithérapeutes a diffusé un questionnaire de mobilité à tous ses patients pendant 3 journées de consultation. Et dans un deuxième temps, j'ai mené des entretiens avec des acteurs qui me paraissaient incontournables, à savoir ici les élus locaux et les institutions de santé, en l'occurrence la Caisse nationale d'assurance maladie et l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Si on commence avec les kinésithérapeutes, j'ai pu mener un entretien semi-dirigé d'environ 45 minutes, pendant lequel ils ont pu noter l'accessibilité de leur cabinet, évoquer leurs pratiques auprès des patients et les relations entretenues avec les élus et les institutions de santé. Dans mon échantillon, j'ai veillé à bien dissocier les cabinets de zones urbaines, périurbaines et rurales, avec l'intuition dès le début que les pratiques de mobilité étaient différentes en fonction de ces territoires. J'observe qu'un tiers des kinésithérapeutes de mon échantillon sont eux-mêmes cyclistes et on verra de déplacement quotidien a un impact sur celui de leur patientèle. Les kinés interrogés, ils travaillent en réseau. Les 2 tiers sont déjà en exercice coordonné au sein de CPTS ou de maisons de santé pluriprofessionnelles. La moitié exerce dans des cabinets pluripro et seulement moins de la moitié d'entre eux ont un cabinet qui est accessible avec un stationnement vélo présent pour les patients. Les kinésithérapeutes sont déjà plus de 80% à faire des visites à domicile, avec des tournées de distance très variées, de moins de 5 km jusqu'à parfois 100 km. Et moins de la moitié des kinés a déjà proposé à un patient de venir spécifiquement au cabinet ou à vélo pour intégrer son transport dans sa séance de rééducation. Au sein du système dont on a parlé, les kinésithérapeutes libéraux entretiennent des relations qui peuvent être distantes avec les institutions de santé, dont les missions ne sont pas toujours très bien connues. Le niveau de confiance envers les institutions est variable et il est bien meilleur chez les kinés qui pratiquent en exercice coordonné que chez les indépendants. Ils entretiennent aussi des relations avec leurs équipes municipales, soit par le biais de structures de soins, soit par des relations de soins. J'observe 2 freins au déploiement des mobilités actives par le biais des kinés. Le premier, c'est l'accessibilité de leur cabinet, avec des gradients qui sont très nets en fonction de la zone d'implantation du cabinet. L'accessibilité, qu'elle soit piétonne ou cyclable, est toujours meilleure en zone urbaine et décroît vers les zones rurales. Et ensuite, la deuxième observation, c'est que l'accessibilité piétonne est toujours meilleure que l'accessibilité cyclable. On reviendra sur une hypothèse sur cette raison un petit peu plus tard. Le deuxième frein pour les kinésithérapeutes, c'est l'impensé. Pour des professionnels qui sont spécialisés dans l'autonomie et dans l'activité physique, pour ma part, j'ai été extrêmement surprise de constater que le transport actif n'est pas nécessairement intégré comme un objectif de rééducation. D'ailleurs, parmi les kinésithérapeutes qui se déplacent eux-mêmes en voiture, ils sont 1/3 à ne jamais aborder le sujet de la mobilité avec leurs patients. Et même chez les kinés qui sont cyclistes, la moitié d'entre eux n'abordent que ce thème que très occasionnellement. L'impensé, c'est aussi la première raison qui est citée pour expliquer l'absence de parking à vélo à destination des patients devant les cabinets. En revanche, les kinés, ils ont de nombreux leviers pour augmenter la part de patients en mobilité active. D'abord, tous les kinés interrogés jugent que la promotion des mobilités actives, elle est pleinement cohérente dans leur activité. En incluant une question sur les mobilités pratiquées au quotidien, l'anamnèse du bilan
ou bien en fixant des objectifs de rééducation qui incluent des transports actifs, le kiné peut créer ou encourager une dynamique chez son patient. D'ailleurs, même s'ils sont moins de la moitié proposés à un patient de venir à pied ou à vélo, 93% des kinés peuvent imaginer maintenant pouvoir le faire à l'issue de l'entretien, dans les séances bien sûr qu'ils permettent. Au sein de leur salle d'attente, les kinés peuvent signaliser leur cabinet dans des parcours piétons ou cyclables, par exemple par un outil très simple qui est la carte isochrone. Vous en avez un exemple juste ici. Elle permet de représenter l'aire géographique autour du cabinet, dans laquelle il faut moins de 15 minutes pour le rejoindre, pied en rouge et à vélo en la zone en vert. Les kinés peuvent également réaliser des visites à domicile pour les patients dont l'autonomie ne leur permet pas de se rendre à pied, par exemple, au cabinet. Et enfin, dans l'analyse statistique qui a été menée par le docteur Marianne Lefebvre, elle montre que l'accessibilité, et en particulier piétonne, elle favorise effectivement le choix d'une mobilité active par le patient. En revanche, et c'était une surprise pour moi, l'analyse n'a pas permis de démontrer une exemplarité des kinés qui sont cyclistes sur leur patientèle. Maintenant, les premiers acteurs des déplacements pour soins, ce sont bien les patients. Donc, chaque kiné a interrogé 30 de ses patients lors de 3 journées de consultation. Ces questionnaires, ils ont été conçus pour être très rapides. Ils interrogent la distance parcourue, le mode de transport, mais également quand il y avait un choix motorisé, pourquoi, quelles étaient les raisons de ce choix et quels étaient les motifs qui pourraient encourager un patient à préférer une mobilité active. Alors, je veux remercier encore une fois les kinés qui ont parfaitement joué le jeu du recueil de données, parce qu'ils sont nombreux à avoir dépassé l'objectif des 30 répondants que je leur avais fixé. La première chose que j'observe, c'est que les modes de transport choisis par nos patients, ils sont identiques aux déplacements de tous les Français. On y retrouve 63% d'automobilistes, 23% de piétons, comme dans l'étude Marché pédalé des pratiques des Français, qui est une étude du ministère de la Transition écologique parue en décembre 2020. On relève chez nous, dans nos cabinets, une légère surreprésentation des cyclistes, avec 5% des déplacements de notre échantillon, soit 2 fois plus que la moyenne nationale. Ces chiffres, ils vont à l'encontre d'une remarque que j'ai souvent entendue, qui est que les patients des cabinets de kiné seraient plus dépendants et moins en capacité que la moyenne des Français. Moi, je souligne ici que les kinés prennent en charge des patients à tout âge de la vie et qu'ils accompagnent aussi bien les porteurs de handicap que les sportifs de haut niveau. Bon, une fois constatée cette similitude avec les données générales de mobilité, il est très intéressant de se pencher sur les territoires d'implantation des cabinets. Et là, on constate des variables majeures et un petit peu attendues. Dans les zones urbaines que vous avez à l'extérieur, on a moins de la moitié des patients qui se déplacent en voiture individuelle. Et en parallèle de ça, ils sont quasiment 40% à venir en mobilité active, donc soit à pied, soit à vélo. Et bien sûr, en tout cas, ces chiffres s'inversent quand on est en zone rurale, où là, on a plus de 70% des patients qui viennent en voiture individuelle et 100% qui viennent en déplacement actif. Dans cette étude, on a choisi d'exclure les transports collectifs qui, globalement, favorisent la marche, mais dont l'impact sur la santé est plus difficile à quantifier. On exclut aussi les transports en considérant qu'ils ne sont pas choisis librement par les patients, mais ils sont imposés par leur état de santé. En revanche, pour limiter l'impact environnemental de ces déplacements en VSL, on peut encourager les kinés à visiter ces patients à domicile quand les objectifs de rééducation le permettent, pour limiter les allers-retours des véhicules. Après les modes de transport, on peut se pencher sur les distances parcourues. Une surprise pour moi dans cet échantillon, c'était la très faible médiane des distances. Là, vous avez tous les modes de transport. On voit que la médiane, en fait, elle est de 3 km. Donc, la moitié de nos patients parcourent moins de 3 km pour venir en séance. Bien entendu, les automobilistes ont des distances un petit peu plus étendues, mais que 25% d'entre eux font quand même moins de 2 km pour venir. Ça va particulièrement être ceux-là dont on cherchera à changer les habitudes de transport pour venir en séance. On peut rappeler qu'en agglomération, un vélo se déplace à la vitesse de 15 km/h. Ça fait donc 2 km en une dizaine de minutes. Et en zone rurale, le vélo il va plus vite, autour des 20 km/h. Si on extrapole ces données de mobilité pour obtenir un bilan carbone, on obtient une moyenne par consultation d'1,8 kg par séance, quel que soit le mode de transport du patient, avec une variable de plus ou moins 500 grammes autour de la moyenne en fonction de la zone d'implantation du cabinet.
Et si on continue notre population, l'Ordre des kinés nous indiquait en 2020 que 2 millions de consultations étaient réalisées chaque jour, ce qui correspondrait, en termes de gaz à effet de serre générés par les déplacements des kinésithérapeutes, à 400 tours de la Terre en voiture thermique. Je vous donne ces chiffres à titre indicatif parce qu'en ce moment, une vaste étude sur les bilans carbone est en cours. Elle est initiée par Romaric Maire et elle a été financée par toutes les universités de France. Les freins exprimés par nos patients, ils ont été classés en deux catégories. D'une part, les freins rigides, que sont la distance, l'incapacité et le multi-objectif, c'est-à-dire le fait d'aller au travail ou d'en revenir d'avoir sa séance de rééducation calée sur ce trajet, sur un trajet qui comporte aussi des courses ou la dépose d'enfants, par exemple. Dans ces trois cas de figure, le changement du mode de transport, il ne va pas forcément être un objectif de rééducation. Par contre, pour les freins qui sont identifiés comme plus souples, c'est-à-dire l'habitude, l'inconfort, le temps de trajet ou le dénivelé, et ben en fait, ces freins-là, ils vont pouvoir se lever par des leviers peut-être spécifiques, mais dans ces cas-là, le changement du mode de transport peut devenir un objectif de rééducation. Dans les leviers individuels, c'est-à-dire quand les patients ont répondu pour quel motif pourrait les encourager à changer de mode de transport, eh bien, on a la prise de conscience des co-bénéfices en santé qui sont bien identifiés par les patients, par un tiers des patients environ. On voit que les patients de zones rurales sont plus intéressés peut-être par les co-bénéfices en santé physique, alors qu'en zone urbaine, ce sont les co-bénéfices en santé mentale qui prédominent. L'argument financier, il est également plus soulevé en zone rurale. L'acquisition de matériel, ça me paraissait être un levier important puisqu'il est cité par un quart des patients et particulièrement en zone rurale. Et en revanche, les patients sont peu nombreux à ressentir le besoin d'encouragement par leur kiné. Alors, ça, c'est leur ressenti. Et ils sont encore moins nombreux à ressentir le besoin d'une formation sur la pratique du vélo. Ça, on est sur des leviers qui sont individuels, mais on va avoir aussi des leviers qui vont être plus collectifs. Et au premier rang desquels, l'enjeu de la sécurité routière. J'observe que l'insécurité perçue comme favorisant la pratique du vélo, elle est 3 fois plus élevée en zone rurale qu'en zone urbaine. Pourtant, en zone rurale, on observe que c'est peut-être cette sensation d'insécurité qui est responsable de la forte demande d'infrastructures plus sécurisantes par plus d'un tiers des patients pour changer de mode de transport. Mais en zone urbaine, malgré un ressenti d'insécurité plutôt faible, on retrouve quasiment les mêmes niveaux de demande d'infrastructures plus sécurisées. Donc, peut-être qu'une des raisons, ça va être justement la norme sociale, le fait que nous sommes des animaux sociaux et nous ajustons nos comportements à ceux de nos pairs. Et on l'observe par endroits, et particulièrement depuis le Covid, plus il y a de vélos, plus il y a de vélos. Voilà. Dans les leviers, on a aussi évoqué juste avant le besoin de matériel, en particulier dans les zones rurales. Et je note que certaines métropoles et agglomérations proposent des aides à l'achat qui peuvent motiver l'acquisition d'un vélo ou d'un vélo à assistance électrique, mais ces dispositifs, ils existent rarement en zone rurale et peuvent peut-être expliquer en partie le défaut de matériel ressenti par ces patients. Alors, les leviers de collectif qu'on vient de citer, ils émanent de choix politiques et de décisions qui sont prises sur le terrain. D'après un rapport de l'EN3S, les collectivités locales, elles disposeraient de 75% des leviers pour la transition écologique. Donc, dans cette étude, il me paraissait incontournable d'interroger les élus locaux. J'ai pu en interroger deux, dont les profils sont quasiment en miroir. Le premier, c'est Alain Picard, qui est maire du Mets-sur-Èvre, une commune de 3500 habitants dans le Maine-et-Loire. En plus de sa casquette de maire rural, il est également vice-président en charge de l'urbanisme pour la communauté d'agglomération de Cholet. Et il est directement impliqué dans les décisions qui concernent les mobilités et dans la rédaction des documents techniques. Lui, il est encarté au parti Les Républicains. Et en parallèle, Elsa Richard, elle est adhérente au parti Les Écologistes, pour lequel elle est élue dans l'opposition, à la fois en région Pays de la Loire et à Angers-Loire Métropole. Elle est urbaniste de formation et elle est chercheuse en aménagement du territoire. Et étonnamment, malgré leurs profils parfaitement opposés, ils se rejoignent assez rapidement sur les constats des freins et des leviers à leur disposition. La contrainte budgétaire, c'est évidemment le premier obstacle.
Pour une commune comme le Mai-sur-Èvre, 5% du budget est dévolu tous les ans à la voirie. Mais les mécanismes de financement des infrastructures qui seraient propices aux mobilités actives, ils sont complexes. Une bonne illustration qui avait été donnée par Alain Picard, c'est qu'au moment de la rénovation d'un axe départemental qui traverse la ville, le département finance l'enrobé sur la partie roulable pour les voitures, tandis que la commune finance le marquage au sol. Et cette répartition, en fait, elle favorise la création de bandes cyclables plutôt que de pistes séparées, qui seraient du coup entièrement à la charge de la commune. L'espace public est inextensible, et donc faire de la place aux piétons et aux cyclistes implique nécessairement de réduire la place de la voiture. Et dans ce cas-là, les élus, ils anticipent un rejet par les automobilistes qui peut être intense et même remettre en cause une réélection. Elsa Richard note qu'il faut aujourd'hui faire preuve de détermination pour assumer une colère qui s'avère malgré tout souvent temporaire. Malgré ces points, les élus ont de très nombreuses cartes en main pour favoriser les mobilités actives. D'abord, ce sont les représentants des autorités organisatrices des mobilités. Donc, ils rédigent de nombreux documents techniques, des plans locaux d'urbanisme, le plan climat, air, énergie territoriale, le schéma de cohérence territoriale, le schéma de directeur des mobilités douces, les plans de circulation. Donc, ils ont la capacité d'agir sur les choix modaux en améliorant l'accessibilité. Ils ont par exemple plein d'outils pour limiter le trafic routier, des filtres modaux, les limitations de vitesse de circulation ou la limitation du stationnement, le chaussée doux, c'est-à-dire les voiries par 20 km/h, l'élargissement des plateaux piétonniers, et puis j'en passe. Ces plans, ils sont complexes, mais les élus peuvent bénéficier ponctuellement de l'appui des services techniques des agences régionales de santé pour la rédaction de ces documents. D'ailleurs, Damien Le Goff de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire note que les regroupements de communes rurales au sein de communes nouvelles, elles ont permis une montée en compétences sur ces sujets. Les autorités organisatrices des mobilités, elles peuvent également porter des politiques d'offres alternatives à la voiture. Par exemple, par de l'aide à l'achat, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, par l'augmentation de cadence et des réseaux de transport en commun, ou par le développement du transport multimodal. Le bon exemple, c'est de pouvoir mettre son vélo dans le train pour faire les derniers kilomètres. Les élus, ils ont aussi la main sur la création de signalétiques qui seraient adaptés aux piétons et aux vélos, ce qui peut établir une continuité par rapport aux cartes isochrones affichées dans nos cabinets. Pour améliorer l'accessibilité piétonne, les élus, ils ont pu compter sur la loi sur l'égalité des droits et des chances, dite loi handicap, qui avait été créée en 2005. Nous, on la connaît aussi, puisqu'elle nous impose de rendre accessibles tous les lieux et les espaces publics aux personnes à mobilité réduite. Et par les différentes mesures, par exemple l'élargissement des trottoirs à 1,40 m, on peut supposer que cette loi a eu un impact bénéfique sur l'accessibilité pour tous les usagers, qui est observé par les kinésithérapeutes dont je vous parlais tout à l'heure, avec des notes d'accessibilité piétonne qui sont meilleures que les accessibilités cyclables. Elsa Richard, elle note aussi l'intérêt de la loi ZAN pour zéro artificialisation nette, qui est issue de la Convention citoyenne pour le climat et qui est en cours de détricotage politique. Elle a permis aux élus de tous bords de changer leur regard sur l'aménagement des territoires, parce que jusqu'ici, l'extension infinie de nos zones d'habitation, de commerce ou de zones industrielles, elles ont été pensées par et pour la voiture. On peut donc imaginer que des évolutions législatives qui inciteraient à la qualité cyclable de la voirie ou qui limiteraient les vitesses de circulation sur les chaussées partagées, par exemple, pourraient offrir un cadre structurant dans leur politique d'aménagement. Enfin, il existe un clivage idéologique aujourd'hui entre mobilité active et transport motorisé. Mais n'oublions pas que ce n'a pas toujours été le cas. Historiquement, dans la commune rurale du Mai-sur-Èvre, elle a vu ses premières pistes cyclables apparaître dans les années 80 pour permettre aux ouvriers de la chaussure de converger vers l'usine. Et les champs reliaient entre les champs et les habitations les différents quartiers entre eux. Rouvrir ces chemins et développer ces pistes cyclables, c'est donc reprendre un fil qui a été cassé avec l'essor du tout-voiture. Et valoriser cette histoire, c'est contribuer à créer, y compris en zone rurale, un imaginaire favorable aux mobilités actives. Et pour ça, les élus peuvent compter sur la demande des usagers. Ici, ça va être les parents de l'école, là, ils veulent préserver la tranquillité d'une impasse, ou bien des salariés qui veulent rejoindre sereinement leur lieu de travail. Les kinésithérapeutes sont aussi des interlocuteurs qui sont légitimes à se rapprocher de leurs élus quand ils identifient des lacunes dans l'accessibilité de leur cabinet ou de leur quartier. Et puis,
On note l'arrivée des vélos à assistance électrique. Elle a permis à gagner en vitesse et en confort et peut-être de réconcilier les plus âgés avec l'activité physique. Et les familles, en milieu urbain, elles peuvent parfois se passer de leur voiture grâce à l'arrivée des vélos cargo qui permettent de transporter plusieurs enfants. Ces nouveaux usagers, ils sont en demande d'infrastructures sécurisantes et ils incitent leurs élus à revoir la distribution de la voirie. Parmi les interlocuteurs des kinésithérapeutes se trouvent les institutions de santé. Ils organisent les soins sur le territoire et elles font appliquer en local les politiques des ministères de la santé. Paraissaient à des acteurs capables de devenir moteurs de changement dans le soin des usagers. Pour interroger leurs freins et leurs leviers, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Claire Traon, qui est directrice de la transition écologique à la Caisse nationale d'assurance maladie, et avec Gwenaëlle Hiver et Damien Le Goff pour l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Dans ces institutions aussi, certains freins et leviers se recoupent. Pensez d'abord à la contrainte budgétaire, qui est d'ailleurs telle que la Caisse nationale est contrainte de revenir sur ses engagements pris lors des dernières négociations conventionnelles. Bref. Du côté de la Caisse nationale, on pense également à son propre grand réseau. Elle a 80 000 collaborateurs, donc on comprend bien que l'acculturation et la formation de tous les agents soient un travail qui s'inscrit dans le temps. Par ailleurs, la CNAM, en tant que financeur des soins, elle était toujours spécialisée en prévention secondaire, voire tertiaire. La prévention primaire est arrivée récemment dans ses attributions. À l'Agence régionale de santé, on souligne la complexité de mener à bien des projets pilotes de mobilité dans l'espace public, compte tenu de la grande diversité des acteurs et des usagers impliqués. Si les techniciens des ARS sont sensibilisés, formés aux notions d'urbanisme favorable à la santé, ils soulèvent que ce n'est pas forcément le cas de leur public cible et que cette thématique-là, elle ne bénéficie pas non plus d'un portage ministériel fort. Caisse nationale et ARS soulignent la difficulté de centraliser les initiatives locales, en premier lieu les contrats locaux en santé. Alors, cet outil met autour de la table les élus, les institutions de santé et les associations autour d'un projet de santé du territoire. Et même si ces documents-là sont en théorie publics, ils ne sont pas référencés par mots-clés, ce qui empêche d'autres territoires de s'en inspirer. À ce jour, moi, je n'ai pas réussi à lire de contrat local en santé qui aborderait des outils pour promouvoir les mobilités actives. Donc, je lance un appel. Si parmi vous, quelqu'un fait le lien avec des contrats locaux en santé, qu'il n'hésite pas à me contacter. Et enfin, ARS et CNAM évoquent l'envie, mais la difficulté d'impliquer des professionnels de santé libéraux. Sur ce point encore, la question de la valorisation financière du travail empêche nombre d'entre eux de se consacrer à autre chose qu'à du soin, qui est aujourd'hui la seule mission qui leur permette de gagner leur vie. C'est tout à fait possible que l'essor des maisons de santé et des CPTS puisse combler ce manque à gagner. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, seulement 5% des kinésithérapeutes en France exercent dans de telles structures. Heureusement, les institutions de santé disposent de plusieurs leviers qui pourraient pousser le déploiement des mobilités. Elles disposent d'une très forte capacité de plaidoyer envers les élus, qu'ils soient ou nationaux. La Caisse nationale d'assurance maladie, avec son rapport annuel charges-produits, elle oriente fortement la loi de financement sur la sécurité sociale. Elle pourrait y glisser des propositions d'ajustement réglementaire sur les vitesses de circulation en agglomération ou sur la régulation, la reconnaissance des véhicules intermédiaires. Par exemple, les véhicules intermédiaires, ce sont ces véhicules qui sont avec des petites carrosseries, mais qui sont des véhicules à pédalier, qui sont donc un intermédiaire entre le vélo et assistance électrique et la petite voiture. L'ARS, elle bénéficie d'une expertise technique qu'elle met déjà au service des élus pour l'élaboration des plans et des schémas directeurs. Et ces deux institutions-là, elles ont, donc CNAM et ARS, elles ont la capacité de coordonner des acteurs différents. Par leur réseau et leur capacité de communication respective, elles seraient capables d'avoir un impact médiatique fort. Même s'il est controversé au sein de la profession, le sujet du zonage permet de répartir l'offre de soins au plus près des besoins des territoires et de réduire ainsi les déplacements pour soins. Ensuite, malgré la contrainte budgétaire, elles sont capables de financer des projets pilotes et aussi d'allouer des enveloppes aux maisons de santé professionnelles et aux CPTS. D'ailleurs, les négociations conventionnelles des MSP devraient voir arriver de nouveaux ACI pour financer la décarbonation des soins et la santé environnementale. Et en 2026, les négociations avec les CPTS
pourrait voir arriver des financements spécifiquement liés au transport. J'observe que des coopérations sont à imaginer, notamment avec les professionnels de santé, car les institutions, malgré leur prise de conscience des enjeux, elles manquent encore d'outils concrets et surtout de relais sur les territoires. Et je pense que les soignants libéraux pourraient être ces relais. Bon, maintenant qu'on a vu, recueilli, analysé toutes ces données, l'idée, c'était de ne pas les laisser dormir sur une étagère. C'est pour ça que je suis contente de vous présenter ce travail aujourd'hui. La volonté dès le départ, c'était d'établir des recommandations à destination des professionnels et de les mettre en forme un petit peu joliment pour les rendre attractifs. Voilà donc les couvertures de 3 dépliants qui s'adressent différemment aux kinésithérapeutes en fonction de leur territoire d'exercice. Ça me paraissait important d'établir dès le début de ce projet qu'on ne se déplace pas de la même manière en ville et à la campagne. Mais malgré tout, on va y retrouver des propositions qui vont se recouper. Dans la pratique, on trouvera 3 axes principaux. Le fait d'intégrer une question sur les modes de transport du quotidien dans l'anamnèse du bilan diagnostic kiné, au même titre que l'activité professionnelle et les loisirs. Ça permettra de commencer à aborder cette thématique dès le premier rendez-vous et de garder un œil sur l'autonomie du patient dans ses déplacements. Ça pourrait être l'occasion d'identifier des personnes ressources de perte d'autonomie. L'intérêt, c'est de poser la question dès le début de la prise en charge pour voir si le déplacement actif de notre patient pour les soins ou pour tout autre motif pourrait devenir un objectif de rééducation. Et dans ce cas-là, le déplacement actif devient une corde supplémentaire à notre arc pour promouvoir l'activité physique et la lutte contre la sédentarité. Et enfin, dans ces recommandations, on encourage les visites à domicile au sein de pour minimiser le nombre de kilomètres pour le kiné, afin peut-être de pouvoir réaliser cette tournée en mobilité active. Les kinésithérapeutes qui pratiquent déjà ces tournées à vélo, ils expriment tous un bien-être et l'amélioration de leur morale. Pour notre profession, qui présente un fort risque d'épuisement professionnel et de burn-out, la santé mentale du soignant, c'est un aspect qu'il faut impérativement préserver. Dans nos salles d'attente, c'est des lieux qui sont propices pour diffuser de l'information aux patients. On peut la décorer d'affiches, comme celle de Pauline Roland de l'association Éco de Kiné pour encourager à la marche ou au vélo. On peut signaliser l'accessibilité de son cabinet par les cartes isochrones dont je vous parlais tout à l'heure, qui permettent d'afficher les temps de trajet en fonction des modes de transport. On peut éventuellement installer un compteur de kilomètres. Ça peut être une manière ludique d'engager l'ensemble de sa patientèle dans un défi positif. Et chaque patient venu à pied ou à vélo peut mettre du coup ce compteur à jour et valoriser son déplacement. Et puis, on peut aussi penser à informer son patient des aides locales qui existent sur le territoire ou des services qui peuvent être disponibles, notamment pour les cyclistes, soit de réparation, de location, etc. Cabinet, 2 principes simples. La première priorité à laquelle se soumettent la grande majorité des kinés, c'est l'accessibilité PMR. Au-delà des besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite, ces normes, elles bénéficient à tous. Les constructions neuves, la plupart du temps, sont déjà bien accessibles, mais l'adaptation impose parfois des difficultés techniques. Il faut essayer de tout mettre en œuvre pour arriver à l'accessibilité pour toutes et tous. Comme on a vu, moins de la moitié de nos cabinets sont équipés de parkings à vélo. Et quand ils le sont, ce sont la plupart du temps avec des râteliers au sol qui sont très peu fonctionnels. Le parking à vélo, il n'a pas besoin d'être couvert, mais il doit être facilement accessible en façade du cabinet et relativement proche des entrées. Des arceaux sont souvent l'équipement adéquat, peu onéreux, très fonctionnel qu'on peut mettre en place dans quasiment tous nos cabinets. Au-delà du cabinet, mais comme on a vu dans cette étude, le kinésithérapeute, c'est un maillon dans la chaîne de décision du mode de transport par le patient. Le kiné, c'est un observateur attentif de l'environnement dans lequel il est installé, et en plus, il dispose de compétences spécifiques dans l'activité physique et dans l'autonomie. Il est donc parfaitement de contacter les élus locaux et les équipes de voirie pour soulever une problématique d'aménagement public. D'ailleurs, je veux bien préciser ici que aménager, ce n'est pas forcément construire des pistes cyclables partout. On a tous conscience que les budgets de nos communes ne sont pas extensibles et souvent, l'installation d'une zone à 30 km/h, le passage d'une rue à sens unique ou la révision du plan de circulation d'un quartier permet d'apaiser le trafic et de sécuriser, par exemple, les parents d'un adolescent qui vit en vélo depuis son collège. Le kiné peut apporter des éléments constructifs pour amorcer le dialogue avec les élus dans l'intérêt des patients et, in fine, tous les usagers.
Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, les actions que je vous propose là, elles ne sont pas révolutionnaires, elles ne sont pas forcément hors de prix, mais ce qui va sans dire va mieux en le disant. Donc, voilà, le fait de partager ces recommandations-là, je pense, permettrait d'améliorer de nos cabinets à pied et à vélo. Bon, pour finir, comme vous l'avez vu en introduction, j'aime bien les cartographies. Donc, au centre de ce dispositif, on a les kinésithérapeutes. On se déplace. On retrouve ensuite les interactions avec l'assurance maladie, qu'elle soit caisse primaire ou caisse nationale. Ensuite, on a les ARS qui collaborent davantage avec les élus locaux ou avec les URPS que directement avec les professionnels de terrain. Et en gris, on a tous les acteurs qui n'ont pas été interrogés, mais qui sont également partie prenante et dont les actions en faveur des mobilités actives contribueraient au changement de la norme sociale. Voilà. On a fait le tour des résultats de cette étude sur la promotion des mobilités actives. Comme toutes les études, elles présentent des limites. La première, c'est le fait que les ont été diffusés entre ce qui est, il faut bien le dire, la pire saison pour les mobilités actives. Ce serait intéressant de le refaire à un autre moment de l'année. Et puis, il serait tout à fait pertinent de reproduire cette étude chez d'autres soignants de soins primaires, par exemple les médecins généralistes ou des pharmaciens. N'hésitez pas à me proposer des liens avec des encadrants de thèse qui pourraient être intéressés par cette thématique de santé planétaire. Tout au long de ce travail, j'ai été vraiment portée par l'intérêt et la motivation de tous les et même de tous les acteurs qui ont donné de leur temps pour participer à cette étude. J'ai également été beaucoup soutenue par l'équipe du docteur Savary, qui est toxicologue et maîtresse de conférences à l'Université d'Angers. Je suis très heureuse de voir que ce sujet, il est identifié par les institutions de santé comme étant un axe majeur de la transition écologique. J'espère que ce travail pourra contribuer à créer les ponts attendus par les différents acteurs interrogés. Voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas maintenant si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Voilà. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. Vous êtes encore là. Peut-être que je peux mettre sur la conversation au passage. Je vois que vous êtes nombreux, super. Alors, chat. Bonjour. Donc, on retrouve sur la question des revalorisations financières. Je prends la question dans l'ordre, mais n'hésitez pas à vous exprimer pour que, alors, à lever la main, peut-être si jamais il y a du monde. Mais, tac, tac, tac. Merci aux élus de l'URPS qui ont pu être là quand même malgré les différents malgré la mobilisation à Paris aujourd'hui. Alors, comment faire une carte isochrone? Eh bien, en fait, c'est très facile. En fait, une carte isochrone, c'est un outil qui est utilisé depuis longtemps, notamment par les logisticiens. Et donc, si vous allez, par exemple, sur Smappen, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran ou si j'ai mis fin à Oui, la on voit le PDF, la fin du PDF. Ah oui, d'accord. Alors, toc, ok. Je peux peut-être essayer de vous partager. Voilà. Alors, bah, je peux vous en les cartes isochrones que je fais, je les utilise, j'utilise Smappen pour, donc le site Smappen, je voulais vous le mettre. Je crois que c'est ça. Euh, qui permet d'afficher, donc vous rentrez l'adresse de votre cabinet et puis vous pouvez paramétrer deux isochrones, une à pied, une à vélo. Voilà. Check. Tout à fait. Il existe des écoles de vélo. Effectivement, souvent, elles sont faites de cyclistes locales. Chez nous, par exemple, c'est Place au vélo. Et effectivement, moi, j'ai une patiente de mon cabinet qui présente une paralysie cérébrale, donc en situation de handicap, avec l'association Place au vélo à Angers. Et, parce qu'elle voulait accompagner l'apprentissage du vélo pour son enfant qui est tout petit. Mais du coup, voilà, elle s'est lancée dès maintenant. Elle réapprend à faire du vélo. Voilà.
Donc ça, c'est tout à fait faisable aussi pour nos patients, malgré parfois les difficultés physiques. Ce que je peux peut-être vous partager, ce qui me paraissait super intéressant, c'est de dire qu'aux Pays-Bas, il y a 15% des personnes à mobilité réduite qui font du vélo, parce qu'elles ont des vélos adaptés et parce que les infrastructures le permettent. Donc le vélo, c'est pas réservé à des gens qui sont en bonne condition physique. Ouais. Merci Étienne d'être là et de partager le lien pour les vélos écoles. Mm. Mm. Vous retrouverez, alors, j'ai peut-être quitté un peu vite le PDF. Sur le site de l'association EgoKiné, vous retrouverez toutes les infos. Alors, je vous ai mis le lien et puis le QR code. Mais, du coup, je ne sais pas si je suis toujours en partage. Tac. Si, on Parce voit, que on si voit je... bien le QR code à Ok, droite. parce que sinon, je vous vois plus. Alors, voilà, donc là, vous avez le QR code. Vous pouvez retrouver notamment les liens pour Tisochrone. Et puis, il y a un site internet qui est extrêmement pratique aussi, qui s'appelle Mes aides à vélo, en lien sur le site et qui permet, vous rentrez votre commune et vous aurez voilà, tous les dispositifs d'aide à la fois de l'État, mais également les dispositifs régionaux et locaux qui peuvent s'appliquer pour votre commune. Très intéressant à partager à vos patients aussi, hein. Alors, je reviens sur la conversation. Tac. Merci, Gwen, d'avoir partagé le- les liens. Super. Bon, merci beaucoup. Alors vraiment, je pense que vous avez vu ce travail-là, en fait, c'est vraiment des recommandations qui sont pas très compliquées. Maintenant, comme tous les sujets qui touchent à l'impensé, ben, la difficulté après, c'est de médiatiser ces recommandations assez simples. Et notamment, je pense beaucoup aux institutions de formation en massokinésithérapie euh, pour inciter les nouveaux diplômés à intégrer tout de suite la question du transport et de la mobilité de leurs patients, et notamment par le biais des, des diagnostics, des bilans diagnostiques kinés. En fait, voilà, ça permet de conscientiser très vite ces objectifs de rééducation. D'ailleurs, c'est étonnant parce que finalement, l'impensé, c'est la raison pour laquelle beaucoup de kinés n'ont le réflexe de proposer à leurs patients de venir à pied ou à vélo. Mais pour ceux qui le font, ils citent vraiment tous les bénéfices. Le fait que le patient il arrive en séance, il est déjà échauffé, le fait il augmente son volume d'effort, notamment en reprise d'activité. Voilà. Alors, quelle méthode pour mettre en place et influencer le plan mobilité d'une commune pour un kiné? Ben, en fait, je pense qu'on a quand même 60% des kinés qui disent dans le panel avoir des contacts directs avec leur municipalité. Donc, en fait, on est nombreux à avoir des liens avec nos équipes municipales et c'est encore plus vrai en zone rurale. Donc, l'idée, c'est que je poser peut-être des courriers types ou en tout cas notamment la Fédération des usagers de la bicyclette. La FUB a fait de très bons documents, notamment pour promouvoir l'activité du vélo en zone rurale, qui sont mises en lien en ressources sur le site Ecokiné. Merci Guillaume d'être là. Bah, c'est la grande difficulté, effectivement, finalement, c'est de faire du lien entre les professionnels et avec les structures sanitaires. Pour l'instant, ce n'était pas envisagé, mais c'est chouette que tu sois là, on pourra en discuter. Mais, mais effectivement, on a pas mal discuté alors, au CHU d'Angers avec l'architecte Mathilde Dumas qui, qui conçoit les nouveaux bâtiments du CHU. Donc là, c'est peut-être moins ma partie parce que je suis plus tournée vers les soins primaires, mais effectivement, l'enjeu du transport pour les structures de santé, il est aussi important. Et je note que moi, notamment dans les foyers
les maisons de retraite dans lesquelles j'interviens, ben, souvent, en fait, il n'y a pas de parking à vélo. Voilà. On se gare un peu comme on peut, mais il ne faut pas oublier que c'est des structures, effectivement, où il y a les usagers, les patients qui sont présents dans ces structures, mais il y a aussi beaucoup de soignants qui interviennent. Bonjour Charles. Oui, j'interviens à l'IFM 3R à Saint-Sébastien-sur-Loire en tant que formatrice sur les enjeux d'éco-conception des soins et de santé durable. Donc, je parle un petit peu de ce sujet de la mobilité. On n'a pas eu Enfin, pour l'instant, c'est des sujets qui sont nouveaux dans les IFMK, qui étaient au programme seulement depuis l'année dernière. Donc, ça n'a pas toujours encore mis en place les enseignements qu'il fallait, mais on est aussi en lien avec Laval pour pouvoir faire des interventions là-bas. Pour l'instant, les interventions en éco-conception des soins, on est sur 2 à 3 heures de TD sur l'ensemble d'une formation de kinésithérapie. Je pense que bon, à mon avis, il y a tellement de co-bénéfices santé-environnement que je pense qu'il y aurait vraiment matière à multiplier l'enseignement, notamment, enfin, multiplier les heures d'enseignement en IFMK pour approfondir le sujet. Ouais, il y a plein de références de la FUB. Vraiment, je vous encourage à les lire sur leur site et ouais, merci pour les références. Merci. Bon, merci d'être nombreux, hein. J'avais peur de prêcher dans le désert un jour comme aujourd'hui. Mais, mais ouais. Si vous voyez des liens à faire, parce que je vois qu'ici, il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas forcément thérapeutes ou qui ne sont pas directement professionnels de santé des soins primaires, n'hésitez pas à me contacter si vous voyez des liens à établir avec vos structures. Comme on a vu, il y a vraiment il y a un enjeu de formation, de compréhension des enjeux, mais finalement, les besoins matériels, ils sont pas si élevés. Eh ben, les opportunités de travail, ben, ça va être difficile d'en parler. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on est engagé. Moi, je suis engagée avec l'URPS des kinés des Pays de la Loire à travailler sur une campagne autour des enjeux de l'écologie qui va se poursuivre jusqu'à octobre ou novembre, avec un point particulier sur les transports à partir du mois de septembre. Dans les autres URPS, ben, j'avais des contacts avec l'URPS de Bretagne, avec plusieurs kinés bretons qui avaient participé à cette étude. Pour l'instant, ils envisagent d'autres axes de travail. Et puis, ben, voilà, j'imagine qu'eux aussi, leurs budgets ne sont pas illimités. Et vraiment, je réinsiste encore un petit peu sur ce point du financement des kinésithérapeutes. Ben, en fait, on se heurte vraiment au fait qu'on a beaucoup de collègues qui sont intéressés par ce sujet-là, mais qui ne sont pas du tout en capacité de dégager du temps pour se former ou pour discuter autour de ces enjeux-là. Bah, parce qu'en fait, la pérennité de leur structure de soins, de leur cabinet, elle dépend du nombre d'actes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui entrave, je pense, la bonne compréhension des enjeux sur ces sujets-là. C'est dommage parce que on parle beaucoup de prévention, on en parle beaucoup, mais en fait, on en fait finalement peu. Et nous, on n'en fait que dans le cadre de nos séances, pour l'instant, sur ordonnance, euh, sauf à être effectivement en maison de santé ou en CPTS, qui sont des structures qui sont très intéressantes, mais aujourd'hui, elles ne sont pas forcément bien réparties sur tout le territoire. Et je pense que dans les soignants libéraux, euh, pour en côtoyer beaucoup, ben, on a quand même un peu la tête dans le guidon. Et développer ce genre de structure, c'est aussi consacrer beaucoup de temps à ça. Et un kiné libéral qui doit faire fonctionner son cabinet, malheureusement, je pense que c'est compliqué pour lui de monter un projet de CPTS ou de santé pluripro. C'est relativement aisé de s'y raccorder quand il en existe une sur le territoire, mais quand elle n'existe pas, oublie. Merci Étienne, que je reconnais dans tes commentaires.
Alors, ouais, c'est une bonne question. Euh, alors, on n'a pas posé cette question-là, donc je ne l'ai pas regardée de manière très précise et j'ai pas interrogé sur les kinés qui étaient formés à l'entretien motivationnel. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même assez nombreux chez les kinésithérapeutes libéraux à connaître au moins les bases de l'entretien motivationnel. Pour le coup, je, je crois qu'on est plutôt bien formé en IFMK sur l'entretien motivationnel et la manière de communiquer avec nos patients. Mais ça mériterait d'être creusé un petit peu plus. Merci. Le sujet des transports, c'est vraiment, je pense que la norme sociale est quelque chose de très important et on le voit dans les... Et je pense que les kinés qui, enfin, en tout cas, je pense, les kinés qui sont cyclistes en milieu urbain notent tous qu'après le Covid, on a quand même vu un essor du vélo euh, en zone urbaine et on le constate dans nos cabinets en zone urbaine. Et comme plus il y a de vélos, plus les vélos sont visibles, plus ils sont visibles, plus ils sont en sécurité. Donc plus il y a de vélos, plus on développe des infrastructures pour les vélos, puisqu'on voit qu'il y a des vélos, donc on sécurise. Donc vraiment, la visibilité des vélos, elle est cruciale pour augmenter la part modale du vélo. Et j'ai beaucoup parlé de vélo, mais je disais que les mobilités actives, c'est beaucoup aussi la marche à pied. C'est, on l'a vu, on a beaucoup de nos patients qui habitent à côté de nos cabinets et donc qui viennent d'abord, la mobilité active, c'est d'abord la marche à pied. Mais pour marcher à pied dans de bonnes conditions, il faut des trottoirs, ce qui n'est pas toujours le cas en zone rurale. Il faut des passages piétons pour traverser aux bons endroits et il faut des flux de trafic qui soient compatibles. Il faut un environnement qui soit agréable. Est-ce qu'il y a d'autres oui. Bah, j'aurais beaucoup de plaisir à faire ces ateliers de sensibilisation. Vraiment, c'est faisable, c'est possible. Et puis après, bah voilà, c'est toujours la même question de comment est-ce que on valorise son temps. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'exerce dans mon c'est ma seule source de revenus. J'anime aussi quelques ateliers rémunérés dans les maisons de santé, dans les CPTS. Mais vraiment, s'il y a des possibilités de financement, d'intervention qui sont, je pense, pas excessivement chères au tarif horaire, ben, en fait, voilà. Moi, ça m'intéresse. La seule problématique après, c'est l'enjeu de valoriser ce temps passé. Au plaisir à le faire. Pour l'instant, c'est plus ça a été un engagement de ma part qui était d'abord, on va dire, scolaire ou l'étude, on va dire, scientifique. Hum, Et aujourd'hui, c'est un engagement qui peut être militant, mais on sait très bien que les militants ne sont pas toujours les mieux placés pour porter les messages. J'ai pas forcément envie de me positionner en tant que militante, mais plutôt en tant que professionnelle compétente sur les mobilités actives. Et pour être professionnelle, ben, il faut avoir un revenu. Mais vraiment, l'idée de ce travail, notamment les dépliants, là, je vous ai présenté que les pages de couverture, mais ils sont dans euh, les écoquinés. Je pense que ça serait vraiment intéressant de pouvoir les publier et les diffuser auprès des kinésithérapeutes. Et ça, peut-être, ça aurait des contacts et des possibilités peut-être pour le faire. Mais bon, voilà, là encore, j'entends bien que ce sont des budgets. Mais voilà, de répartir voilà, de pouvoir notamment faire imprimer certaines régions ces dépliants de recommandations et les adresser de manière ciblée aux kinésithérapeutes d'exercice, ça serait vraiment l'idéal. Il est fait maintenant, la problématique, elle va être de l'impression et de la diffusion.
Bah, je suis complètement d'accord avec vous. J'aurais beaucoup de plaisir à travailler avec l'inter-URPS. Mm. Là, avec l'inter-CPTS, on va mettre en place des fiches pratiques à destination des kinésithérapeutes et des soignants des CPTS. Mais là encore, bah, en fait, on ne s'adresse qu'aux structures CPTS et pas forcément aux cabinets libéraux indépendants. Est-ce que certains d'entre vous ont encore des questions? Bon, je pense qu'on est à peu près bon. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce temps-là. Comme on disait, la réunion, elle va être enregistrée. Et donc, voilà, merci à ceux qui la suivront sous format en replay. Et puis peut-être, on avait évoqué avec Philippine le fait de pouvoir reproposer un temps d'échange ou une présentation auprès des kinés à partir de la rentrée peut-être. Merci vraiment d'être là, de vous intéresser au sujet et de porter, de créer les liens et les connexions qui se font entre les réseaux de soins. Vraiment, merci beaucoup pour ça.